Je m'appelle Sandrine Delacroix. J'ai 63 ans et le matin où j'ai failli mourir, je m'apprêtais à céder mon entreprise à mon fils. J'avais bâti le groupe Delacroix de mes propres mains après le décès de mon mari. Pendant des années, j'ai porté le poids de cette société, convaincue qu'un jour, elle serait en sécurité entre les mains de ma famille. Ce mardi matin-là, mon fils Raphaël est arrivé tôt. Il semblait calme, concentré, presque soulagé. Sa femme, Sophie, a suivi peu après, impeccable et posée, portant un plateau avec 3 tasses de café. Elle m'en a tendu une avec un doux sourire. À cet instant précis, Maria, qui travaillait chez moi depuis 18 ans, est entrée dans la pièce. Maria connaissait mes habitudes mieux que quiconque. Elle savait comment j'aimais mon café. Elle savait quand quelque chose n'allait pas. En passant devant moi, elle a trébuché. Le café s'est renversé sur mes genoux et sur le tapis. Avant que quiconque ne puisse réagir, Maria s'est penchée vers moi et a chuchoté d'une voix que je reconnaissais à peine, « Ne le buvez pas. S'il vous plaît, faites-moi confiance. » Mon cœur a raté un battement, mais mon visage est resté impassible. J'ai hoché la tête légèrement, comme pour accepter ses excuses pour le désordre. Personne n'a remarqué quand j'ai échangé les tasses. Nous nous sommes assis. Des documents ont été placés devant moi. Des actes notariés destinés à transférer le contrôle de mon entreprise. Raphaël parlait de l'avenir, de responsabilité, de ma fatigue supposée. J'ai soulevé la tasse de café et j'ai pris une petite gorgée. Le goût était étrange. 5 minutes plus tard, Sophie a cessé de parler. Ses mains ont commencé à trembler. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Elle a essayé de se lever et s'est effondrée sur le parquet. Le chaos a envahi la pièce. Raphaël a crié son nom. Maria s'est figée sur place. Je suis restée assise, mes mains stables, mon esprit en ébullition. Car à ce moment-là, en regardant ma belle-fille convulsée sur le sol, j'ai compris quelque chose de terrifiant. Ce café n'était jamais destiné à elle. Il était pour moi. Pour comprendre pourquoi ce matin-là était si important, vous devez comprendre la vie que j'avais menée avant. 15 ans plus tôt, mon mari est mort subitement d'une crise cardiaque. Un instant, j'étais une épouse planifiant des voyages de retraite. L'instant d'après, j'étais une veuve debout dans un bureau rempli d'hommes qui supposaient que l'entreprise serait vendue dans les mois à venir. Le groupe Delacroix était petit à l'époque, avec des contrats modestes, des marges serrées et aucun droit à l'erreur. Je suis restée. J'ai appris le fonctionnement de chaque département, chaque client, chaque faiblesse de l'entreprise. J'ai travaillé les soirs, les week-ends, les jours fériés. Pas parce que j'aimais le pouvoir, mais parce que je croyais que la responsabilité ne disparaît pas quand la vie devient difficile. Raphaël avait 23 ans à la mort de son père. J'ai essayé de le protéger de la pression, me disant qu'il prendrait la relève quand il serait prêt. Je voulais lui laisser le temps de grandir. Au lieu de cela, le temps l'a endurci. À mesure que l'entreprise grandissait, son impatience grandissait aussi. Il voyait le succès comme quelque chose qui lui était dû, et non comme quelque chose qui se mérite. Il parlait de leadership avant de comprendre le sacrifice. À travers tout cela, Maria était là. Elle est arrivée dans ma vie discrètement, recommandée par une amie, et n'est jamais repartie. Elle faisait le ménage, la cuisine, elle écoutait, elle remarquait des choses que personne d'autre ne voyait. Quand Raphaël a commencé à rester tard au bureau, Maria l'a remarqué. Quand Sophie a commencé à arriver tôt les jours de réunion, Maria l'a remarqué. Quand j'ai commencé à avoir des vertiges certains matins, mettant cela sur le compte du stress, Maria l'a remarqué. Moi, non. Je faisais confiance à ma famille. Je faisais confiance à mon fils. Je croyais que l'amour signifiait la sécurité. Avec le recul, je vois clairement les signes avant-coureurs. Les changements subtils. La façon dont les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. La façon dont Sophie me regardait, non pas avec affection, mais avec calcul. À l'époque, je me disais que j'imaginais des choses. C'est ce que fait la confiance. Elle vous rend généreux avec le doute et aveugle au danger. Au moment où je me suis assise dans ce fauteuil ce mardi matin, les papiers attendant ma signature, je croyais préparer ma retraite. En vérité,
Je préparais ma disparition. Et la seule personne dans cette maison qui comprenait ce qui allait arriver était la femme qui n'avait rien à gagner à me sauver. Raphaël n'a pas toujours été l'homme qu'il est devenu. Enfant, il était calme et observateur. Il me suivait dans les entrepôts et les bureaux, posant des questions sur les expéditions et les contrats. Après la mort de son père, il a promis qu'il prendrait soin de moi un jour. Je l'ai cru. Quand Raphaël a rejoint l'entreprise à plein temps, je lui ai donné de l'espace pour apprendre. Je l'ai protégé des décisions qui auraient pu le ruiner s'il échouait. Je pensais que la patience était de l'amour, mais la patience s'est lentement transformée en sentiment de droit. Raphaël a commencé à parler moins d'apprentissage et plus de contrôle. Il remettait en question mes décisions devant le personnel. Il parlait de l'entreprise comme si elle lui appartenait déjà, pas avec colère, mais avec attente. Sophie l'encourageait. Elle n'élevait jamais la voix, ne me défiait jamais directement. Elle posait des questions prudentes, formulait des suggestions sous couvert d'inquiétude. Elle parlait souvent d'efficacité, de risque et de mon âge. Tu en as fait assez, Sandrine. Tu mérites du repos. Ce qu'elle voulait dire, c'était que je gênais. J'ai remarqué que Raphaël ne demandait plus conseil. Il attendait, observait, mesurait combien de temps encore il devrait supporter ma présence. Quand j'ai refusé de me retirer, son ton a changé. Les réunions sont devenues plus froides. Les conversations plus courtes. Les dîners de famille semblaient mis en scène, comme des répétitions pour quelque chose que je n'étais pas invitée à comprendre. Je m'en voulais. Je me disais que c'était la tension normale entre les générations. Que chaque fondateur avait du mal à lâcher prise. Que chaque enfant devenait impatient. Mais quelque chose de plus profond se passait. Raphaël n'attendait plus que je prenne ma retraite. Il attendait que je disparaisse. Maria l'a vu avant moi. Elle a remarqué la façon dont Raphaël évitait mon regard quand on parlait d'argent. La façon dont Sophie posait des questions sur mon testament. La façon dont des documents apparaissaient sur mon bureau sans discussion. Un soir, Maria m'a demandé si je me sentais bien. Je lui ai dit que j'étais juste fatiguée. Elle a hoché la tête mais n'avait pas l'air convaincue. Avec le recul, c'était le moment où elle a réalisé quelque chose que je n'étais pas prête à affronter. Que mon fils ne me voyait plus comme sa mère. Il me voyait comme un problème qui ne se résolvait pas assez vite. La réunion était prévue pour 10 heures ce matin-là, mais rien ne semblait ordinaire. Elle se tenait dans mon salon, pas au bureau. Sophie avait dit que ce serait plus personnel ainsi. Moins de pression, plus familial. Maria avait déjà préparé mon café habituel plus tôt, de la même manière qu'elle le faisait depuis des années. Je n'y avais pas touché. Au lieu de cela, Sophie est arrivée avec du café acheté à l'extérieur. Un nouveau torréfacteur, un nouveau mélange. Elle l'a dit légèrement, comme un cadeau. Raphaël a posé les documents sur la table avant même que nous soyons assis. Des dossiers épais, des onglets déjà marqués, tout préparé à l'avance. Il parlait avec aisance de transition, de protection de l'entreprise, de combien le leadership devait être stressant pour quelqu'un de mon âge. J'écoutais sans l'interrompre. Le café restait chaud dans ma main. L'odeur était inconnue, légèrement âcre, pas ce à quoi j'étais habituée. À l'autre bout de la pièce, Maria continuait de bouger, rangeant des choses qui étaient déjà rangées, essuyant une table qui était déjà propre. Ses yeux ne quittaient jamais la tasse. Quand elle a trébuché et renversé le café, la pièce s'est figée. Sophie a réagi la première, sèche, irritée, se plaignant du désordre, du tapis, de la distraction. Raphaël a suivi, la voix tendue par l'agacement. Maria s'est excusée rapidement, mais ses mains tremblaient. Alors qu'elle s'agenouillait pour nettoyer, elle a levé les yeux vers moi et a chuché les mots qui m'ont coupé le souffle. Ne le buvez pas. S'il vous plaît, faites-moi confiance. J'ai senti le poids du moment s'installer dans ma poitrine. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai pas exigé d'explication. Des années dans les affaires m'avaient appris que les avertissements ne sont pas toujours bruyants. Parfois, ils viennent doucement de la seule personne assez courageuse pour parler. J'ai hoché la tête et j'ai échangé les tasses quand personne ne regardait. Raphaël a repris la parole comme si de rien n'était. Il montrait les lignes de signature, expliquait à quel point tout était simple.
Sophie m'observait attentivement, pas mon visage, mais mes mains. J'ai soulevé la tasse et pris une gorgée prudente. C'était amer, mauvais. Je l'ai reposé et j'ai écouté. Chaque instinct que j'avais développé au fil des décennies me disait que quelque chose clochait profondément. Ce n'était pas une réunion pour me protéger. C'était une réunion conçue pour m'éliminer. Et quoi qu'il y ait eu dans cette tasse, c'était censé s'assurer que je ne me relèverais jamais de cette table. C'est arrivé plus vite que prévu. Sophie s'est arrêtée au milieu d'une phrase. Sa main s'est crispée sur le bord du canapé comme si la pièce avait soudainement basculé. Elle a essayé de se lever. Ses genoux ont cédé. Le bruit de son corps heurtant le sol a traversé la pièce, brutal et définitif. Les dossiers ont glissé de la table. Les papiers se sont éparpillés. Le café s'est renversé. Raphaël a crié son nom et s'est précipité à ses côtés. Maria s'est figée près de la porte, le visage livide, les yeux rivés sur Sophie. Je suis restée assise. Les mains de Sophie tremblaient de façon incontrôlable maintenant. Sa respiration était courte et saccadée. Ses yeux se sont révulsés alors que son corps convulsait contre le parquet. Quelqu'un a crié d'appeler le SAMU. Raphaël tenait sa tête, la voix forte, frénétique, mais quelque chose sonnait faux. Trop répété, trop contrôlé sous la panique. Je l'observais attentivement. Il n'a jamais regardé le café. Pas une seule fois. Alors que les minutes s'étiraient, mon esprit allait plus vite que mon corps ne le pouvait. Le goût, l'avertissement, la façon dont Sophie avait insisté pour que je finisse ma tasse. Et puis la réalisation m'a frappé avec une clarté terrifiante. Ce café n'était jamais destiné à elle. Sophie n'était pas la cible. C'était moi. La seule raison pour laquelle j'étais encore assise droite, respirant régulièrement, c'était parce que Maria m'avait fait lâcher cette tasse. La pièce s'est remplie de sirènes peu après. Les pompiers se sont précipités à l'intérieur. Des questions ont été posées, les réponses étaient incomplètes. Alors qu'il soulevait Sophie sur le brancard, son corps s'est enfin immobilisé, son visage pâle, ses lèvres teintées d'un bleu artificiel. Raphaël a levé les yeux vers moi à ce moment-là. Pendant un bref instant, nos regards se sont croisés. Il n'y avait pas de peur dans le sien. Il y avait du calcul. À cet instant, j'ai compris que tout ce qui avait été planifié ce matin-là avait mal tourné, et la personne qui était censée être allongée sur ce sol n'était pas sa femme. C'était moi. Le trajet en ambulance a semblé interminable. Je me suis assise à côté de Raphaël dans la salle d'attente des urgences, regardant les médecins s'activer derrière les portes closes. Sophie avait été emmenée directement. Pas de questions, pas de délai. Raphaël faisait les 100 pas. Il se frottait les mains. Il parlait aux infirmières. Il passait des appels. Il ne m'a pas demandé une seule fois comment je me sentais. Après près d'une heure, un médecin est sorti. Sa voix était calme, professionnelle, prudente avec chaque mot. Sophie avait été empoisonnée. La substance n'avait pas encore été identifiée, mais les symptômes étaient clairs. Ce n'était pas une allergie, pas une intoxication alimentaire, pas le stress. Poison. Le mot est tombé lourdement dans ma poitrine. Le médecin a demandé ce que Sophie avait mangé ou bu ce matin-là. Raphaël a répondu rapidement. Du café apporté de l'extérieur. Nous en avions tous pris. Ce n'était pas vrai. J'avais à peine pris une gorgée. J'ai observé Raphaël pendant qu'il parlait. Il n'a pas hésité. Il n'a pas trébuché sur ses mots. Il racontait une histoire qu'il avait déjà préparée. Quand le médecin a mentionné l'implication de la police, Raphaël a hoché la tête trop vite. A accepté trop facilement. Bien sûr, tout ce qui est nécessaire. Dès qu'elle s'est éloignée, Raphaël s'est tourné vers moi. Nous devrions faire nettoyer la maison, a-t-il dit avec désinvolture. Avant que les enquêteurs n'arrivent, c'est un tel désordre. C'est à ce moment que mes soupçons se sont transformés en certitude. Les innocents protègent des vies. Les coupables protègent des scènes de crime. Je lui ai dit non. J'ai dit que la maison devait rester exactement telle qu'elle était. Sa mâchoire s'est contractée une seconde avant qu'il ne se reprenne. Pourquoi dis-tu ça ?
Parce que quelqu'un a essayé de tuer ta femme, ai-je répondu. Et peut-être qu'il ne la visait pas elle. Raphaël m'a fixé, scrutant mon visage, mesurant ce que je savais. Ce soir-là, en sortant de l'hôpital pour prendre l'air, j'ai passé un appel. Maria a répondu à la première sonnerie. Elle n'a pas demandé comment allait Sophie. Elle a demandé si j'étais en sécurité, et cela m'a tout dit. Maria m'a demandé de la retrouver loin de la maison. Pas au travail, pas à l'hôpital, un endroit public, un endroit sûr. Quand je l'ai vue assise seule à une petite table de café, j'ai à peine reconnu la femme qui avait travaillé discrètement chez moi pendant 18 ans. Ses mains étaient stables, mais ses yeux portaient le poids de quelqu'un qui gardait un secret depuis trop longtemps. Elle n'a pas perdu de temps. Elle m'a dit qu'elle surveillait Sophie depuis des mois. Au début, c'était des petites choses. Sophie arrivant tôt les matins où j'avais des réunions importantes, insistant pour préparer mon café elle-même, envoyant Maria faire des courses inutiles pour l'éloigner. Puis ma santé a commencé à changer. Je me plaignais de vertige, de fatigue, de nausées. Je blâmais le stress, l'âge, les longues heures. Maria, non. Elle a commencé à tout noter. Date, heure, symptômes, récurrence. Un matin, elle a fait semblant de nettoyer le garde-manger tout en surveillant la cuisine à travers un reflet dans la vitre. C'est là qu'elle l'a vu. Sophie a sorti une petite fiole de son sac et a versé des gouttes dans mon café. Maria ne l'a pas confrontée. Elle ne l'a dit à personne. Elle savait que personne ne croirait une femme de ménage accusant l'héritier de l'entreprise et sa femme. Au lieu de cela, elle a tout documenté. Elle m'a montré des photos. Sophie près de ma tasse. Sophie remuant lentement. Sophie vérifiant sa montre après. Elle m'a dit qu'elle avait entendu des conversations entre Sophie et Raphaël. Des conversations calmes, prudentes, sur mon testament, sur l'assurance vie, sur le temps qu'il faudrait avant que je cesse de poser des questions. Raphaël savait qu'il n'était pas manipulé. Il participait. De l'argent avait déjà été déplacé des comptes de l'entreprise vers des comptes privés. Des polices d'assurance vie avaient été souscrites à mon nom à mon insu. Ils n'attendaient pas que je prenne ma retraite. Ils attendaient que je meure. Ce matin-là, Maria a vu Sophie ajouter plus de poison que d'habitude. Assez pour en finir. Assez pour que ma mort paraisse naturelle, arrêt cardiaque. Elle a paniqué. Alors elle a fait la seule chose à laquelle elle a pensé. Elle a renversé le café. Elle m'a prévenu. Et quand Sophie a bu dans la mauvaise tasse, le plan s'est effondré. Maria m'a regardé alors, les larmes brisant enfin son contrôle. Je ne pouvais pas les laisser vous tuer, a-t-elle dit. Pas après tout ça. À ce moment-là, j'ai compris toute la vérité. La femme qui ne me devait rien avait tout risqué pour me sauver la vie. Et le fils à qui j'avais tout confié était prêt à me regarder mourir. Entendre la vérité ne m'a pas fait pleurer. Cela m'a rendue silencieuse. Maria n'a pas dramatisé ce qu'elle avait vu. Elle n'a pas exagéré. Elle parlait comme quelqu'un qui est enfin autorisé à dire la vérité après des mois de peur. Elle m'a parlé des enregistrements. Elle avait commencé à laisser son téléphone sur le comptoir dans le couloir près de la porte du bureau. Elle a capturé des fragments de conversations qui n'étaient jamais censés être entendus. Raphaël parlant du timing. Sophie parlant du dosage. Tous deux parlant de moi comme si j'étais déjà partie. Ils plaisantaient sur ma fatigue apparente, sur la facilité avec laquelle ils pouvaient m'orienter vers certaines décisions. Comment personne ne questionne une femme dans la soixantaine qui commence à se sentir faible? Un enregistrement m'a marqué plus que les autres. Raphaël disait que ce serait plus facile une fois que j'arrêterais de signer des choses. Sophie a répondu que cela ne prendrait plus très longtemps. Ils étaient calmes, décontractés, intimes, comme deux personnes planifiant des vacances. Maria m'observait pendant que j'écoutais, prête à me rattraper si je craquais. Je ne l'ai pas fait. Quelque chose en moi s'est durci. Ce n'était plus une question de trahison. C'était une question de survie. Raphaël n'était pas confus. Il n'était pas sous pression. Il n'était pas victime de manipulation. Il avait choisi l'argent plutôt que la conscience. Il avait choisi l'héritage plutôt que sa mère. Cette nuit-là, après le départ de Maria,
je me suis assise seule dans ma chambre d'hôtel et j'ai tout repassé dans mon esprit. La façon dont Raphaël évitait mon regard. La façon dont il précipitait les réponses à l'hôpital. La façon dont il voulait que la maison soit nettoyée avant l'arrivée de la police. Le sang ne signifiait pas la loyauté. Il ne l'avait jamais signifié. Il signifiait seulement l'accès. Au matin, la police avait tout ce que Maria avait collecté, photos, notes, enregistrements, dossiers financiers. Raphaël a été arrêté 2 jours plus tard. Sophie a été inculpée depuis son lit d'hôpital. Je n'ai pas assisté à l'arrestation. Je n'avais pas besoin de le voir menotter pour savoir qui il était. L'homme que j'avais élevé avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui avait regardé sa mère et décidé qu'elle valait plus morte que vivante. Et cette vérité a changé à jamais tout ce que je croyais sur la famille. La salle d'audience était plus silencieuse que je ne l'avais prévu. Pas de cris, pas de drame, juste des faits exposés pièce par pièce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus nulle part où se cacher. L'accusation ne s'est pas précipitée. Il n'en avait pas besoin. Le témoignage de Maria a suffi à lui seul pour que les gens se redressent sur leur siège. 18 ans d'observation silencieuse, des mois de documentation minutieuse. Ils ont diffusé les enregistrements. La voix de Raphaël a rempli la pièce, calme, détachée, discutant de délais et d'argent et de ce qui se passerait après ma disparition. La voix de Sophie a suivi, précise, confiante, expliquant le dosage et les symptômes comme si elle faisait une présentation au travail. Personne dans la salle d'audience ne m'a regardé quand les enregistrements se sont terminés. Ils regardaient tous Raphaël. Il n'a pas retourné leur regard. Les dossiers financiers sont venus ensuite. Virement des comptes de l'entreprise, police d'assurance souscrite à mon nom, document dont Raphaël prétendait ne rien savoir. Le jury n'a pas eu besoin d'être convaincu. Raphaël n'était pas un fils qui avait commis une erreur. C'était un homme qui avait élaboré un plan. Le verdict est tombé rapidement. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Raphaël Delacroix a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Sophie a reçu la même peine. Quand le juge a fini de lire la décision, Raphaël m'a enfin regardé. Il n'y avait aucune excuse dans ses yeux. Aucun regret, seulement de la colère. Je n'ai rien ressenti, ni soulagement, ni satisfaction, juste la certitude tranquille que la vérité l'avait enfin rattrapé. Maria a été blanchie de tout soupçon. Le juge l'a remerciée pour son courage. Alors que nous quittions le tribunal ensemble, des journalistes ont appelé mon nom, demandant ce que cela faisait de voir son fils condamné. Je ne me suis pas arrêtée de marcher. La justice n'est pas un sentiment, ai-je dit. C'est un résultat. Et le coût de l'avidité est toujours plus élevé que ce que les gens imaginent. La survie ne ressemblait pas à ce que j'avais imaginé. Il n'y a pas eu de célébration à la fin du procès. Pas de sentiment de victoire, seulement le silence et la compréhension que ma vie ne pouvait pas continuer comme avant. J'ai vendu la maison. Je ne pouvais pas vivre dans un endroit où mon propre enfant avait planifié ma mort. Chaque pièce portait des souvenirs qui n'appartenaient plus à l'amour ou à la famille. Ils appartenaient au calcul. Je me suis éloignée de l'entreprise pendant plusieurs mois. Pas parce que j'étais faible, mais parce que j'avais besoin de clarté. Le leadership exige un esprit clair, et le mien avait été brisé. Pendant ce temps, Maria est restée proche. Elle n'était pas envahissante. Elle n'offrait pas de conseils à moins que je ne le demande. Elle se présentait chaque matin avec du café et une constance tranquille, comme elle l'avait fait pendant des années. Un après-midi, je lui ai demandé pourquoi elle était restée. Elle a dit, parce que quelqu'un devait me rappeler que la loyauté existe encore. Ces mots ont changé la direction de ma vie. Je suis retournée à l'entreprise avec des limites que je ne m'étais jamais autorisées auparavant. Le contrôle n'était plus quelque chose que je partageais par obligation. C'était quelque chose que je protégeais. J'ai créé une fondation pour soutenir les hommes et les femmes âgés confrontés à des abus financiers et émotionnels de la part de leur propre famille. Des gens comme moi, des gens qui ont fait confiance trop profondément. Maria est devenue ma partenaire dans ce travail. Pas mon employé, mon égal. La survie n'était pas une question de vengeance. Ce n'était pas une question de punition. C'était choisir de vivre honnêtement.
Après avoir découvert la vérité, j'ai perdu un fils. Mais j'ai trouvé la clarté. Et j'ai appris que les personnes qui vous sauvent la vie ne sont pas toujours celles à qui vous avez donné naissance. Parfois, ce sont celles qui refusent simplement de rester silencieuses. On me demande souvent comment je vis avec ce qui s'est passé. La vérité est que je ne vis pas avec. Je vis au-delà. Ce que Raphaël et Sophie ont fait a failli mettre fin à ma vie, mais cela a aussi dépouillé toutes les illusions auxquelles je m'accrochais sur la famille, sur la loyauté, sur ce que signifie vraiment l'amour. Le sang ne m'a pas protégée. La conscience m'a protégée, le courage m'a protégée, et l'intégrité silencieuse d'une femme qui n'avait rien à gagner à me sauver m'a protégée. S'il y a une leçon que mon histoire laisse derrière elle, c'est celle-ci: n'ignorez jamais les petits avertissements. Ne rejetez jamais les gens qui voient ce que vous êtes trop proche pour remarquer. Et ne supposez jamais que la gentillesse vous rend faible. Elle vous rend humain.